Dans la dernière partie de Punchline, merci de nous rejoindre. Nous partons à Valence, dans la Drôme, à présent, où 3 écoles sont fermées depuis hier, car les enseignants ont fait valoir leur droit au retrait. En cause, un affrontement entre jeunes qui a eu lieu lundi devant ces établissements. Des jeunes qui auraient menacé de mort certains parents d'élèves. Reportage sur place, Olivier Madinier, Célia Barotte. Depuis ce mardi, dans le quartier du Plan, les écoles sont désertes. En cause, la guerre de territoire avec les fonds Barlette qui poussent les élèves à rester chez eux. De nombreux enseignants ont également fait valoir leur droit de retrait. Aux abords des établissements Brossolette et Jules Vallès, des bandes rivales se sont affrontées et ont menacé, armé des parents d'élèves. Des actes condamnés par les autorités. La préfète de la Drôme, le maire de Valence et le directeur académique condamnent fermement les agissements qui ont pour seul but d'entretenir un climat anxiogène dans des quartiers déjà fragilisés par la délinquance. À Valence, ces dernières semaines, les conflits entre bandes rivales s'intensifient. Mais c'est la première fois que les écoles sont le théâtre de règlements de compte. Malgré la panique générale, l'inspecteur d'académie se veut rassurant. Ces mouvements d'inquiétude demeurent exceptionnels et c'est pas du tout la norme. Donc il faut encore une fois laisser au service d'enquête le temps nécessaire pour établir ce qui s'est passé, faire la part des choses et puis évidemment identifier éventuellement des individus qui auraient semé le trouble devant l'école. Les policiers municipaux et nationaux sécurisent désormais les abords des écoles. L'éducation nationale va également mettre en place des cellules d'écoute dans les 2 établissements scolaires. Alors, on précise que tout cela se déroule très probablement sur fond de trafic de stupéfiants. Jérôme Jiménez, porte-parole du syndicat UNSA Police, je me tourne à nouveau vers vous. En 2 semaines, à Valence, 4 hommes ont été tués par balle. Est-ce que vous constatez que ce genre de règlement de compte est en train de se multiplier ? Il y a plusieurs explications. Et ce type d'affrontement entre bandes aussi, puisque c'est l'objet de la fermeture de l'école. Mais pas que Valence, et vous avez raison de le préciser, il y a eu un focus sur Valence depuis quelques semaines, mais c'est un petit peu partout, mais c'est aussi le fruit quelque part de notre travail. Quand madame, tout à l'heure, la députée vous disait qu'on pilonne les trafics de stupéfiants et on gêne considérablement tous ces trafiquants de drogue, les règlements de compte interviennent aussi dans ces conditions. Maintenant, c'est bien à qui profite le crime dans telle situation ? Tout à l'heure, on a une fermeture d'une médiathèque. Là, on a la fermeture d'école. C'est catastrophique. Faut le dire avec toute honnêteté. C'est scandaleux. On est obligé de fermer une école parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. C'est scandaleux. On se doit aujourd'hui en France de protéger ceux qui nous protègent. On se doit en France de protéger ceux qui nous instruisent. On se doit en France de protéger ceux qui nous soignent. Et c'est valable sur tout le territoire national. C'est scandaleux. Mais Karim Zeribi, comment est-ce qu'on les protège précisément ? Parce que quand une infirmière est tuée à Reims, on dit qu'il faut protéger les hôpitaux. Quand un maire est agressé, on dit qu'il faut protéger les mairies. Là, on nous dit qu'il faut protéger les écoles. On ne peut pas mettre des policiers et des gendarmes devant l'ensemble de ces structures. Comment est-ce qu'on agit concrètement ? Déjà, il faut prendre en compte l'évolution de cette voyoucratie. Elle a fortement évolué au cours de la dernière décennie. Elle s'est cartélisée. Donc, il y a une génération qui a grandi avec Scarface. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Est-ce que ça signifie que pour vous, on assiste à une sud-américanisation du continent et de la France ? Le modèle est plus sud-américain et je dirais italien au sens napolitain du terme, Gomorra, que la Cosa Nostra. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas une pyramide respectée. Donc, ce sont des petits groupes, des petits clans qui font la guerre de territoire, qui sont prêts à s'entretuer pour rien parfois, pour beaucoup, parce que ça ramène beaucoup d'argent. Mais il passe très rapidement à l'acte sur le plan criminel. Et ça, c'est nouveau. Je veux dire, et avant, on avait des points de deal qui avaient besoin de calme, de sérénité pour pouvoir fonctionner, être productif. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur de défourailler, comme ils disent. Donc, ils partent avec la calache. Bien souvent, ils n'ont jamais tiré, ils la maîtrisent pas. Des armes, on les trouve facilement. Et puis, ils arrosent. Et quand ils arrosent, il y a des impacts collatéraux. Ça aussi, on ne connaissait pas, les impacts collatéraux. Je vous rappelle qu'à Marseille, un homme de 63 ans, un grand-père qui était dans un stack, qui n'a rien demandé, s'est fait tuer, alors qu'il n'a rien à voir avec le point de deal. Une femme dans sa voiture. Une femme dans sa voiture. Mère de famille de 43 Exactement. ans. Ouais. Donc on a une évolution de cette criminalité, il faut qu'on évolue avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a face à nous des gens surarmés, donc qui sont prêts à tout. Donc il faut on parlait de la CRS 8 tout à l'heure, et je me permets de le dire, c'est pas hors antenne, on en parlait avec Monsieur Jiménez, des CRS 8, il nous en faudrait beaucoup plus pour aller à la reconquête des territoires. Une CRS 8 au plan national composée de 200 agents, c'est bien, le modèle fonctionne, mais c'est pas suffisant, il faut le déployer. Je veux dire, soit c'est les dealers qui prennent le territoire, soit c'est la police républicaine. Et nous préférons que ce soit la police républicaine. Donnons-nous les moyens pour que ce soit elle.
Thomas Carpellini, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde se rende bien compte de ce que le trafic de drogue est en train de générer dans notre pays. Il faut comprendre que le trafic de drogue, de tous les trafics, est celui qui est le plus pernicieux. Il peut toucher toute la société. Les pauvres comme les riches prennent de la drogue. Mais à partir du moment où il y a des dealers, ils ont besoin d'un quartier. Quand ils ont besoin d'un quartier, ils ont besoin de le défendre. Pour le défendre, ils ont besoin d'armes. Et pour avoir des armes, ils ont besoin de trafic d'armes. Puis ils ont besoin de connexion avec le monde politique, le monde juridique, le monde médiatique. Donc il y a un système de corruption. On voit très bien ça, par exemple, dans des séries sur les narcotrafiquants. Bon, évidemment, à la sauce Disney. Mais comme Narcos, ou dans un film avec Jean Dujardin comme La French. Je dis pas, évidemment, que c'est partout pareil, mais je dis qu'à partir du moment... Et c'est la référence des voyous, il a raison. Et c'est la référence des voyous. Il a raison. Hein. Exactement. C'est Pablo Escobar, leur exemple. Hein. À partir du moment où il y a le virus de la drogue qui arrive sur un territoire, toutes les strates, tous les milieux, toutes les personnes sont touchées directement ou indirectement. Ce qu'il faut également comprendre qu'en France, évidemment, c'est compliqué à évaluer, mais le trafic des drogues est estimé à pas loin de 100 milliards d'euros. Quel est le budget, quel est le chiffre d'affaires, par exemple, de l'énergie en France ? C'est 150. On ne se rend pas forcément compte de la valeur absolue de ce que représente le trafic de drogue. Un de deal peut rapporter entre 50 et 80 000 euros par jour. Par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et dès lors, qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui ? On paye du béni oui-oui, on paye de la lâcheté, on paye de l'hypocrisie, où on a préféré dire pendant des années, non, c'est pas grave, c'est épisodique, ça arrive pas souvent. Aujourd'hui, on voit que c'est un problème qui est systémique, et moi j'entends de mettre la CRS 8, mais on pourrait légitimement se poser la question, face à une guerre de territoire, est-ce que c'est aux policiers d'aller en première ligne ? Oui, mais par exemple, dans d'autres pays, ils n'envoient plus la police. Ça marche pas. Peut-être. L'armée n'est pas formée à ça. Ne venez pas sur ce terrain-là parce qu'il y a déjà une politique qu'il a mentionnée. J'ai apprécié la réaction des syndicats des commissaires qui a dit arrêtons le délire. Donc la police elle est formée, la police connaît son territoire. Bien sûr, ce que je voulais dire, ou la gendarmerie. Pour terminer là-dessus, la chose c'était pas envoyer l'armée, c'est tout faire pour ne pas arriver à cette extrémité. Jérôme Jiménez, d'abord, est-ce que vous considérez que c'est votre travail ? J'imagine que vous allez me répondre oui, mais ce qui m'intéresse surtout, est-ce que selon vous, les ordres qui vous sont donner la stratégie gouvernementale pour essayer de démanteler ces points de deal, pour essayer de s'attaquer aux dealers, est la bonne stratégie ? Est-ce qu'on vous donne les bons ordres ? Les ordres, ils sont bons, mais les moyens humains ne suffisent pas. Il a fallu combler un manque, évident, il faut quand même le rappeler. On recrute tous les ans dans la police nationale, il y a des agents qui arrivent en permanence, mais il nous faut bien évidemment plus de moyens humains pour être présents sur le secteur et sur le territoire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a aussi une difficulté première, et ça, c'est un phénomène nouveau, c'est la circulation des armes. Qui aujourd'hui, il n'y a plus une perquisition qui est faite par un policier sans une découverte d'armes. Posez la question à un ancien, il vous dira, il y a 20 ans, 25 ans, c'était très rare de découvrir une arme. Aujourd'hui, c'est une évidence. On le sait dès le départ. À partir du moment où on travaille sur du régime dérogatoire, du stupéfiant, on va découvrir des armes, on le sait. À titre d'indication, un rapport d'une ONG de 2019 disait qu'en France, il y avait plus de 10 millions d'armes en transfert dans le pays. C'est-à-dire une arme pour 6 Français. Il y a déjà des armes qui arrivent d'Ukraine, je vous le dis, parce que pour en avoir parlé avec des fonctionnaires de police à Marseille, ils vous expliquent qu'il y a des armes qui arrivent d'Ukraine. C'est-à-dire, alors qu'on avait des armes du Kosovo, d'ex-conflits donc au cœur de l'Europe, aujourd'hui, c'est déjà là. Et ça va alimenter un peu plus le trafic. Georges Fenech, on a parlé des dealers, on a parlé des consommateurs, on n'a pas parlé des pays producteurs, comme le Maroc, qui produit 80% du cannabis qui est consommé dans notre pays. À quel moment on va s'intéresser au Maroc ? À quel moment on va leur demander de rendre des comptes ? À quel moment on va véritablement mettre les pieds dans le plat pour essayer de résoudre le problème ? Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de dealers non plus, mais s'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de dealers non plus. Mais vous savez que la production de cannabis au Maroc, elle est légale, Elle est légale. C'est une production comme une autre. Ils paient des taxes. Donc, il y a beaucoup de productions qui sont clandestines aussi. Et ce sont surtout celles-ci qui alimentent le marché européen et français. Qui est légalisée avec comme objectif de produire des médicaments pharmaceutiques. Mais en réalité, on le sait, il y a un trafic qui passe par le Maroc, par l'Espagne, et qui arrive chez nous. Vous avez raison. Ouais. La lutte contre le trafic de stupéfiants, contre les stupéfiants, est protéiforme. C'est non seulement s'attaquer aux usagers, mais c'est aussi et surtout et en premier s'attaquer aux pays producteurs, avoir une protection de nos frontières. On le fait dans la mesure du possible, mais c'est très compliqué. Et s'attaquer aussi aux distributeurs, ceux qui ont déjà la main mise sur un réseau. On a des résultats. On a des équipes, on a une police judiciaire qui travaille, on a le renseignement qui travaille, on a l'OFAST aujourd'hui, l'Office central, on a ces structures. Mais attention, le sujet est
tellement compliqué. Il y a un crime ou délit sur 5 qui est lié au trafic de stupéfiants. Karim Zeribi. Non, mais la question que vous posez, Johan, excusez-moi, mais elle est frappée du sceau du bon sens. Et on se demande pourquoi l'Union européenne, et pas seulement la France, dans une relation bilatérale avec le Maroc, n'arrive pas à régler ce problème. 80% de la production vient du Maroc. On a quand même des accords de coopération entre l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, et le Maroc. On devrait quand même avoir des moyens de pression pour que le Maroc gère cette problématique, enfin. Ça n'est pas le cas. Ça passe toujours par tonnage, mais alors considérable, par l'Espagne avec les Go Fast, et ça inonde de l'Europe, pas que la France. L'Europe, nous sommes une des plaques tournantes, mais c'est tous les pays qui sont concernés. Il est 18h46 sur